Le temps de travail en France. C'est un sujet qui nous concerne tous, mais qui est, en réalité, bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un vrai labyrinthe juridique, en fait. Alors, comment est-ce que le droit français arrive à définir les frontières de notre vie pro? C'est ce qu'on va voir ensemble, en explorant les règles qui encadrent cette ressource si précieuse et qui ne s'étire pas à l'infini, notre temps. Alors, tout commence par une question vraiment fondamentale. Quand on signe un contrat de travail, est-ce que ça veut dire qu'on donne à son employeur un chèque en blanc sur notre temps? Est-ce qu'il peut, comme ça, exiger qu'on soit disponible en permanence, juste en échange d'un salaire? Eh bien, la réponse du droit français, elle est hyper claire et elle est même un peu brutale. Un contrat de travail sans aucune limite de temps, ce serait, je cite, de l'esclavage moderne. Oui, oui, c'est une phrase très forte, mais elle pose la pierre angulaire de tout le système. Le temps de travail il doit absolument être encadré. Justement, pour éviter de tomber là-dedans, la loi voit le contrat de travail comme un deal, un échange qui doit avoir des frontières très claires. D'un côté, il y a la rémunération, de l'autre, le travail. D'accord. Mais ce travail, il est fourni pour une durée bien précise, contrôlée. En gros, le but, c'est de mettre des limites au pouvoir de l'employeur. Et attention, cette idée de limiter le temps de travail, elle ne date pas d'hier, loin de là. C'est le résultat de toute une histoire, d'une longue, longue marche qui, en France, a quasiment toujours été dans la même direction, travailler moins. Regardez un peu ce parcours. Tout commence, ou presque, en 1841 avec la toute première loi qui limite le travail des enfants. Ensuite, ça s'accélère. En 1919, hop, on instaure la journée de 8 heures. En 1936, grande étape, la semaine de 40 heures. Et ça continue, plus près de nous. 1982, on passe à 39 heures. Et puis bien sûr, le grand tournant de l'an 2000 avec les fameuses lois Aubry et la semaine de 35 heures. C'est une tendance de fond qui s'étale sur plus d'un siècle et demi. Mais au fait, pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi toujours réduire? Eh bien, les raisons ont changé avec le temps. Au tout début, l'idée, c'était vraiment de protéger la santé des gens, leur sécurité. Logique. Puis, une autre idée a émergé. Le droit d'avoir une vie en dehors du boulot, d'avoir du temps libre, quoi. Et beaucoup plus récemment, on a eu cette troisième idée. Si chacun travaille un peu moins, peut-être qu'il y aura du travail pour plus de monde et donc moins de chômage. Sauf que, cette belle ligne droite historique, cette tendance à travailler toujours moins, eh bien aujourd'hui, elle est en train de prendre un sacré virage. Elle est bousculée par deux énormes défis de notre époque. Le premier défi, c'est un vrai retournement de situation idéologique et politique. Il suffit d'écouter les slogans. À la fin des années 90, on entendait partout « travailler moins pour travailler tous ». Et puis, quelques années plus tard, en 2007, le discours a complètement changé pour devenir « travailler plus pour gagner plus ». C'est le jour et la nuit, un changement total de vision. Et le deuxième défi, on le connaît tous, on le vit tous les jours, c'est la technologie. Nos smartphones, nos ordinateurs portables, les emails qui arrivent à toute heure. Tous ces outils ont complètement dynamité la frontière entre la vie pro et la vie perso. Résultat, on est connecté au travail où on peut l'être en permanence. Le truc, c'est que ce phénomène est devenu tellement énorme que la loi a dû s'en mêler. C'est pour ça qu'en 2017, on a vu apparaître en France ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Une tentative en fait de remettre des barrières là où le travail commençait à tout envahir. Bon, d'accord, on a une limite, les fameuses 35 heures. Mais ça nous amène à une question super importante. Qu'est-ce qu'on compte au juste dans ces 35 heures? C'est quoi, légalement parlant, du temps de travail? Alors là, on touche au cœur du sujet. La définition légale, la voilà. Le temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel un salarié est, premièrement, à la disposition de son employeur, deuxièmement, il suit ses directives, et troisièmement, critère super important, il ne peut pas s'occuper de ses affaires personnelles. Ce qui est dingue, c'est que le critère clé, ce n'est pas de savoir si on travaille dur ou si on est productif. Non, le critère, c'est est-ce qu'on est disponible et sous contrainte. Et pour bien comprendre ça, il y a cette phrase, une phrase de juriste un peu étrange mais géniale, qui dit « Mini est déjà Mini, même si elle n'a pas encore pointé ». Et ça vient d'une histoire vraie, d'une affaire qui a eu lieu à Euro Disney. Imaginez la scène. Des employés mettent leur costume de personnage, disons Mini, dans les vestiaires. Ensuite, ils doivent traverser une partie du parc pour arriver à leur poste. Eh bien, la justice a dit que ce temps de trajet dans le parc était du temps de travail. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont le costume sur le dos, ils sont reconnaissables, les visiteurs peuvent leur parler, ils sont à la disposition de leur employeur. Bref, Mini est déjà Mini, bien avant d'avoir passé sa carte à la pointeuse. Le problème, c'est qu'entre le noir, le travail évident, et le blanc, le repos total, il y a plein de situations floues. C'est ce que les experts appellent les temps gris. Ce n'est pas vraiment du travail, mais ce n'est pas vraiment du repos non plus.
Et c'est là, bien sûr, que la plupart des problèmes et des disputes commencent. Alors, comment on fait le tri dans tout ça? Que ce soit pour l'astreinte, la pause, le trajet, la logique est toujours la même. Le principe de base, c'est non, ce n'est pas du temps de travail. Mais, et c'est un énorme mais, il y a l'exception. Si, pendant ce temps-là, le salarié n'est pas vraiment libre de faire ce qu'il veut, s'il reste sous contrainte, alors hop, ça rebascule et ça devient du temps de travail. La seule question qui compte, au final, c'est toujours est-on libre de ses mouvements ou pas? Bon, au-delà de toutes ces définitions un peu complexes, la loi pose aussi des limites très claires, des sortes de garde-fous infranchissables, des lignes rouges à ne pas dépasser, sauf cas vraiment exceptionnels. La première de ces lignes rouges, c'est la limite par jour. En principe, impossible de travailler plus de 10 heures sur une seule journée. La deuxième, c'est la limite par semaine. Et là, c'est un plafond absolu de chez absolu. Sur une semaine, on ne peut jamais, jamais dépasser 48 heures de travail. Parce que logiquement, si on limite le travail, c'est pour garantir du repos. Ce sont les deux faces de la même pièce. La loi est très claire là-dessus. On doit avoir au minimum 11 heures de repos d'affilée chaque jour. Et à ça, on ajoute 24 heures de repos consécutives chaque semaine. Si on fait le calcul, 11 plus 24, ça fait 35. Ça garantit au minimum 35 heures de pause non-stop chaque semaine. Indispensable pour recharger les batteries. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Toutes ces règles, au fond, elles ont été pensées pour le monde d'hier, le monde de l'usine. Mais aujourd'hui, avec le numérique, le travail s'infiltre partout, tout le temps. Alors, dans ce monde où on est connecté en permanence, est-ce qu'une simple loi sur le droit à la déconnexion peut vraiment suffire à protéger notre temps libre, ce temps qu'on a mis plus d'1 siècle à conquérir? C'est une vraie question, et la réponse n'est pas si simple.